Bonjour Lisa, on est ravis de pouvoir vous rencontrer. Alors, on va vous poser une première question. Si vous pouvez, on sait que vous venez un petit peu du court-métrage, notamment vous présentiez un film Eva Voudrait à Clermont-Ferrand en 2020, l'année du Covid. Sur Allociné, on peut voir plusieurs projets ou films, c'est pas très clair. On sait aussi que vous avez pu faire un documentaire sur Avignon en compagnie du Off. Est-ce que d'une manière générale, vous pouvez nous parler de votre parcours? Oui, alors ça fait depuis un moment que je fais en fait, j'ai appris à faire des films en faisant. D'abord de manière très artisanale, voilà, dans des collectifs avec des copains, et puis un peu plus produit, et de mieux en mieux produit, disons. Et voilà, et j'ai toujours exploré un peu les deux territoires en parallèle, que ce soit la fiction ou le documentaire. Donc voilà, j'ai fait 6 courts-métrages et 3 documentaires avant de faire ce premier long-métrage qui sort donc en salle. Et il y a sans doute des films qui font écho à d'autres, enfin, et notamment à celui-ci. Mais j'ai exploré pas mal de choses, que ce soit même en termes de mise en scène, de genre, de voilà. Et depuis Eva Voudrait, qui est donc le film qui était à Clermont-Ferrand, effectivement, il y a 2 ans, je suis dans quelque chose aussi, voilà, dans l'écriture filmique, j'essaie d'être au plus près des acteurs, avec les acteurs, dans une espèce de durée assez longue de prise, et qui effectivement s'apparente un peu au documentaire que je pratique par ailleurs dans certains films. D'accord. Et il y a un lien du coup entre Eva Voudrait et ce premier film. Parce que des fois on fait des courts-métrages parce que c'est le passage obligé. Est-ce que vous aviez déjà écrit peut-être le long-métrage avant de faire le courts-métrage? Ça s'est fait vraiment en parallèle, parce que du coup j'ai terminé un film avec la même productrice, Colette Caisson, en 2016, qui était un film assez sombre, avec beaucoup d'effets spéciaux, enfin voilà, un film très maîtrisé comme ça dans sa forme. Et j'ai eu envie de balayer un peu tout ça et d'essayer autrement. Et du coup j'ai écrit, oui, parallèlement Eva Voudrait, qui est donc ce moyen-métrage, en me disant que c'était effectivement une bonne manière d'essayer des choses avant de faire le long-métrage. Et ce qui se retrouve, c'est peut-être justement dans la manière de filmer les gens, dans le fait de mélanger des acteurs professionnels et non. Là, dans Libre Garance, c'est un peu les seconds rôles. Enfin, il y a des seconds rôles qui sont des acteurs, mais il y a aussi des gens qui n'ont jamais été devant une caméra. Et c'est la même chose dans Eva Voudrait. Il y a aussi ce goût de filmer l'été un peu, de filmer... Bon, ça, c'est pareil dans tous mes films, c'est que moi, j'aime bien... moi, j'ai jamais trop aimé les villes, donc j'aime bien filmer... ailleurs, des bords de Loire, là dans les Cévennes. Donc peut-être qu'il y a ces résonances-là entre les films. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup de la genèse de Libre Garance au départ? Qui y avait-il? Eh bien, il y a en fait, il y a mon histoire. Enfin, alors du coup, j'avais fait notamment un documentaire qui s'appelait Ce qu'il reste à finir en 2011 et qui racontait l'histoire de mes parents, notamment un film que mon père avait fait avec ses copains et qui n'avait jamais fini et qui racontait, enfin d'une certaine manière, leur utopie, où ils en étaient, et moi je questionnais, voilà, qu'est-ce qui m'en restait. Et partant de là, en fait, il me semblait que je n'avais pas fini de toute façon, c'est une question qui m'habite depuis toujours, qu'est-ce qu'on fait de nos héritages politiques, et notamment de cet héritage des années 70, et de l'histoire politique du 20e, c'est-à-dire toutes ces luttes qui n'ont pas forcément abouti, ou qui ont abouti mais pas suffisamment, et d'un moment de, voilà, quelque chose qui est de l'ordre de la défaite, comment on fait quand on vient après. Et voilà, donc... ayant envie de traiter ce sujet-là, en m'installant dans les Cévennes, au sein de cette famille qui vit de manière alternative et tout ça, j'avais envie de raconter ça du point de vue d'une petite fille de 12 ans, pour raconter le passage de son enfance à quelque chose d'après, l'âge d'après, mais vraiment que tout le film soit à hauteur d'enfant, que c'est son apprentissage politique qui l'a fait grandir. Et d'un point de vue artistique, quelles étaient vos intentions? Eh ben, il y avait plusieurs intentions concomitantes. Il y avait de filmer l'été, les vacances, l'été, les enfants, quoi. L'enfance en été, je trouve que c'est moi, je suis nourrie de plein de films, hein, évidemment, mais les films où les enfants sont les personnages principaux, c'est des films qui continuent de m'habiter. Donc j'aimais beaucoup l'idée que c'était l'enfance au centre avant tout. Et donc filmer l'été, la chaleur accablante, les intérieurs des maisons cévenoles comme ça qui sont un peu dans le clair-obscur, et de laisser comme ça à la fois à l'intérieur d'une fiction qui est quand même assez tendue, parce qu'il y a une dramaturgie, il y a quelque chose de l'ordre du conte, enfin vraiment de la pure fiction,
qu'il y ait des moments aussi de latence et qu'il soit de l'ordre de ce temps qui est un peu infini dans les vacances, des jeux et de l'imaginaire des enfants. Et donc ça, d'essayer de tisser tout ça ensemble avec ce propos politique qui est voilà, comment Garance grandit autour des interrogations et des doutes des parents à un moment donné parce qu'on est quand même dans une époque très précise de 82, enfin début des années 80 quoi. Voilà. Il nous semble que l'un des titres qui avait été envisagé au départ, c'était Zone Libre, et finalement vous l'avez transposé en Libre Garance. C'était pour mettre Garance un peu plus à l'affiche. Elle est venue finalement après, c'est une fois que le film était fait que vous avez dit c'est pas possible de pas mettre Garance au centre dans le titre. Non, c'est pas ça. Alors c'est vrai que ça a été notre titre de tournage d'ailleurs pendant le tournage et on aimait beaucoup parce qu'il y avait avec l'équipe la manière dont s'est fait le film où on s'est installé dans cette vallée des Cévennes, il y avait un truc, on était effectivement un peu dans une zone libre. Et moi j'aimais beaucoup cette idée c'est cette zone où elle va s'inventer, où elle s'extirpe un peu de la vie familiale et elle trouve son propre chemin de liberté. Mais néanmoins, ça c'est quelque chose qu'on a vu avec le distributeur du film, Nour Film, et avec ma productrice, que effectivement ça ramenait quelque chose de l'ordre de la guerre 39-45 qui n'a rien à voir du tout avec le film. Et donc c'est plus en termes de quel signal on envoie aux spectateurs, enfin de ne pas créer de confusion. Donc je savais depuis le tournage qu'il fallait trouver un autre titre, et on a vraiment, c'est à l'issue d'une discussion avec voilà, le distributeur et la production, où ce titre, on savait que, voilà, moi je savais qu'il y avait Garance effectivement au centre, vu comment j'avais filmé tellement son visage, c'est tellement son parcours, et c'est tellement, voilà, comment elle bouge à l'intérieur du film. Et voilà, et le terme libre, du coup, est resté. Alors, on va parler un petit peu du casting. On va commencer à aller par les deux personnages masculins, Grégory Montel et Simone Liberi, c'est ça ? Liberati, ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup de comment vous les avez choisis ? Eh ben, Grégory Montel, je l'ai rencontré en même temps. Disons que Lolita Chama est venue vers moi parce qu'elle avait très envie. Elle avait entendu parler du projet, elle avait très envie de faire ce personnage de mère. Et elle connaissait très bien Grégory Montel. Et moi, je pensais à Grégory Montel aussi. Et donc, ils ont fait un essai vraiment tous les deux. Il y avait quelque chose de l'ordre du couple, de la manière dont ils jouaient, et ils étaient capables d'improviser. Une sorte de fantaisie quand même que je cherche un peu chez les acteurs que je cherchais pour ces acteurs, pour ce film-là en particulier, et qui sont capables tout à fait de donner, quoi. Il y a un truc voilà, très vivant et donc il est arrivé comme ça. Vraiment, je me suis dit ah oui, c'est super, ça marche d'emblée, quoi, en termes de couple, et lui tout seul évidemment. Et Simone Liberati, c'est alors moi je l'avais vu dans un film que j'adorais qui s'appelle Cœur pur, Cuori puri en italien, et qui est voilà, c'est un film qui m'avait vraiment marqué, et j'avais trouvé cet acteur formidable. Et voilà, en cherchant, j'ai réussi à avoir son contact. Je l'ai contacté un peu directement, et il avait très envie de jouer un personnage de Brigade Rouge, et c'était quelque chose sur lequel il avait déjà réfléchi, beaucoup lu. Donc il était déjà assez avancé dans sa connaissance de qu'est-ce que c'était quelqu'un qui luttait comme ça dans ce mouvement-là en 82, qui était un moment un peu la fin, quoi, la fin de ça, de tout ça. Et Laetitia Doche aussi, alors vous parliez de fantaisie, c'est peut-être la fantaisie de Laetitia aussi qui vous a attiré ? Complètement. Laetitia, pour le coup, j'avais même pensé à elle en écrivant le personnage de Michel assez longtemps avant d'avoir terminé le scénario. Et donc voilà, après on passe par les agents et tout ça, et j'étais vraiment très très heureuse qu'elle accepte ce personnage et cette aventure. Voilà, pour eux, c'était vraiment voilà, c'était super d'accepter ce premier long métrage avec moi, de venir dans les Cévennes, c'était quand même quelque chose. Et Lolita, du coup ? Et Lolita, c'est elle qui a entendu parler du projet, que je pense qu'elle avait, voilà, comme il a eu l'avance sur recette, et du coup, elle est venue vers moi avec envie de aussi intéressée par mon travail de réalisatrice, quoi, voilà. Et ce film-là, et c'est voilà, c'est quelqu'un de très généreux, et elle est venue au casting quand j'ai cherché la dernière phase de casting des enfants, c'était de réunir 3 duos de sœurs pour essayer, et donc elle est venue essayer avec elle aussi. Enfin voilà, c'est quelqu'un de très très généreux dans son. Et il vous manquait donc votre personnage principal, Garance. Du coup, la petite Anzu Gardao Petito, si je prononce bien. Azou, ouais. Voilà. Azou, bah oui, c'était comme le film reposait entièrement enfin, pas entièrement, mais oui, aller de tous les plans, et on sait que c'est très compliqué de convaincre qu'on va faire un premier long métrage avec un enfant, donc
Et ben, il faut bien choisir. Et ça s'est imposé, quand je l'ai rencontrée, moi, dans le cercle amical, etc., j'avais un peu la conviction qu'elle avait beaucoup de cette Garance, dans sa fantaisie, dans sa manière de parler, de regarder, outre sa grâce et sa souplesse. Je sais pas, il y a quelque chose. Et quand vous aviez écrit le personnage, il n'y avait pas une référence quelque part Non, il n'y avait pas de référence. Il y avait peut-être vous-même ça m'échappe pour le coup. Je ne vais même pas trop fouiller. Sinon, après, c'est. Mais il y avait l'envie d'impertinent. Moi, j'aime bien les enfants passage, voilà. Il y avait ce truc-là d'enfants passage, d'enfants qui s'en laissent pas compter, d'enfants qui effectivement ont une imagination débordante et qui est un peu chef de bande, etc. Et il fallait que je trouve ça. Et Azou, elle avait tout ça et en même temps une espèce d'intelligence. Et en fait, les bons acteurs enfants, je crois que c'est des enfants très intelligents. C'est presque ça qui primait. En fait, elle l'est comme les autres enfants du film d'ailleurs. Bonjour Azou. Bonjour. C'est ton premier long métrage ? Oui. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience et on va peut-être commencer par le casting. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le casting ? J'ai rencontré Lisa parce que c'était une copine à mes parents. Et du coup, elle m'a proposé de faire les castings. Et j'ai fait le premier. Après, j'ai lu le scénario. Et après, j'ai fait le deuxième. Avec Eugène. Tu t'étais préparé du coup un petit peu. Qu'est-ce que tu avais comme indication ? Qu'est-ce que tu savais du film avant de passer le casting ? On avait quand même un petit texte à apprendre pour le deuxième casting. Parce qu'on avait fait avec Lolita, qui joue ma mère dans le film. Tu savais que c'était la fille d'Isabelle Huppert ? Oui, je pense. Je savais déjà. Et alors, comment ça s'est passé ? Après le casting, t'étais confiante pour avoir le rôle ? Ouais. Ouais ? Je sais pas trop. Non, pas trop quand même. Pas trop quand même. Et le personnage, comment tu l'as construit ton personnage comment tu as travaillé avec Lisa pour avoir la bonne tonalité et que ton personnage ressemble à l'idée que Lisa avait de son personnage ? On a déjà fait des petites répétitions chez elle avec les autres enfants et aussi sans les autres enfants. Et on avait lu le scénario, on avait discuté de comment elle pensait Garance et de comment elle voyait les choses. Et est-ce que Lisa t'avait montré des films ou des images ou des vidéos d'autres jeunes filles par exemple pour te donner une tonalité ? Non. Non ? Et sur le tournage, comment ça s'est passé après ? Du coup, t'étais confiante aussi ? Tu t'es sentie à l'aise ? Oui, quand même, parce que ils étaient tous hyper sympas l'équipe. Et du coup, je me suis assez vite mis dans le truc. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, t'es sûre que ça va être ton métier ou tu hésites ? Non, je pense pas trop. Tu penses pas trop ? Je sais pas en fait. Tu vas laisser venir à toi ? Ouais. Et est-ce que tu l'as vu le film ? Oui, 5 fois. 5 fois ? Et alors, la première fois que tu l'as vu, qu'est-ce que t'en as pensé ? Et qu'est-ce que t'en as pensé la 5e fois ? La première fois, j'ai réussi un peu à le comprendre et je me disais vraiment que c'était un film. Puis la dernière fois, en fait, j'en avais marre. Parce que je me disais dès le début déjà que je savais tout le reste. Du coup, j'en avais dès le début marre. Ouais, tu voyais pas des petits détails que t'avais pas vus ? Non, pas trop. Et comment tu supportes ton image à l'écran ? Ça, c'est le drame des acteurs. Certains, des fois... Ça va. Ça va ? T'es Ouais. contente ? Tu trouves que t'as réussi à incarner le personnage ? Ouais. Ouais. Peut-être une petite dernière question. Est-ce que tu as un petit secret ou une petite anecdote à nous révéler sur le film ? Non ? Eh ben, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que c'est un récit militant et est-ce qu'on... comment dire ? Moi, le film m'a un peu désorienté sur son côté politique. Je cherchais son orientation. Est-ce qu'on était plutôt sur quelque chose un peu nostalgique quand Balasco fait, par exemple, un film sur mes parents communistes ?
Ou alors est-ce qu'on est sur quelque chose de plus critique, sur l'ultra-gauche finalement, et sur l'utopie qu'il y a pu y avoir dans l'éducation Ah chez non, les non, enfants? non, enfin, pardon, mais non, je pense pas du tout que c'est une critique de l'ultra-gauche, au contraire. C'est par contre explorer les multiples facettes possibles de où on en est à un moment donné, effectivement, de l'engagement, de où on voudrait. Et donc, c'est-à-dire que le père Simon, il a sa vie alternative, son potager, et c'est quelque chose déjà, je veux dire, c'est quelque chose, lui, il est assez droit dans ses bottes et dans sa manière d'être libre, enfin, je veux dire, c'est quelque chose. Michel qui est avec son enfant toute seule et qui va d'une communauté à l'autre, c'est aussi une autre manière d'être libre. Et cette femme qui s'en va et qui revient dans son couple, c'est aussi une manière d'être libre et qui se pose des questions et qui aimerait que leurs espoirs effectivement révolutionnaires aillent plus loin et s'en désespère. Ça, je veux dire, c'est partagé. Enfin, moi, je veux dire, c'est ce que j'éprouve aujourd'hui très fort. Et ça veut pas dire que... Et effectivement, la lutte armée qui est une autre façade, mais qui est... Là, parce que je raconte 82, c'est un moment où ils disent finalement, est-ce que c'est la lutte armée? Ça n'a pas suffi, et ça a merdé. Ça a merdé, voilà. Et donc, de tout ça, à l'intérieur de ça, moi, ce que je garde, c'est quand même Garance qui essaye, qui tente de faire des choses, qui tente son propre chemin d'expérience, qui s'engage, en fait, corps et âme, et qui t'a vraiment se mettre très en danger. Et en fait, ça pour moi, c'est aussi le propos du film. C'est-à-dire, tentons des choses, et même si c'est risqué, enfin, voilà, et évidemment, oui, moi je supporte pas qu'on dise dès qu'on pense un peu à gauche, maintenant on est ultra gauche, enfin, on est extrémiste de gauche. En fait, non, c'est juste une pensée de gauche qui est complètement. Voilà, tout d'un coup on devient extrémiste dès qu'on dit qu'on veut sortir du capitalisme. On a même à peine le droit de le dire. Donc à l'époque, on n'arrêtait pas de le dire. Voilà, donc je remets ça au centre du film. Et effectivement, comme c'est vu par un enfant, c'est autre chose. Et aussi, pour moi, la politique, c'est vraiment la nécessité de s'inventer des fictions. La possibilité de ça, et c'est-à-dire même si c'est foireux à un moment donné, en fait, juste est-ce qu'on a le droit de s'inventer des fictions, quoi. Et c'est ce qu'elle fait, Garance. Et vous, est-ce que vous avez inventé une fiction? C'est une question que je me posais aussi. Le récit principal, alors sans le dévoiler, il s'appuie sur un acte terroriste et une fuite. Est-ce que cette histoire principale là, est-ce que vous l'avez vécue de près ou de loin à un moment? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes renseigné plus particulièrement? Ou est-ce que finalement vous auriez pu raconter une autre histoire et produire le même effet? Non, c'était cette histoire-là. Alors pareil, j'aime pas trop le mot terroriste, parce que je trouve qu'il est... Justement dans le film, elle le dit bien, elle dit terroriste, non. Enfin, en fait, c'est un mec qui lutte... Enfin, je veux dire, le mot terroriste, maintenant, veut dire beaucoup d'autres choses. Donc oui, voilà, c'est un braquage de banque qui tourne mal, effectivement, et c'est pas forcément voulu par les types qui ont fait ça. Effectivement, c'est un moment où les gens, la lutte armée, en tout cas, est acculée. Et moi, j'ai beaucoup lu sur les Brigades Rouges et ce mouvement-là, donc... et je sais qu'à ce moment-là, ils cherchaient à avoir de l'argent pour se faire sortir les gens de tôle, etc. Enfin bref, il y a tout ce truc-là. Mais... et donc ça part de toutes ces recherches autour du mouvement de la lutte armée, mais parce que justement, pour moi, c'est Garance face à toutes ces possibilités d'engagement. Et oui, alors il y avait aussi un braquage qui a eu lieu en Ardèche. Donc mes parents sont installés en Ardèche comme les parents de Garance dans les années 70. Donc dans le cercle un peu lointain, amical, il y avait, enfin, il n'était pas pote avec lui, mais il le connaissait, un certain Conti qui a fait un braquage de banque qui a mal tourné, quoi. Mais pour le coup, c'était pas, pour moi, pas suffisamment politique. Et je voulais vraiment que mon italien, il y a un truc profondément à la fois désespéré, parce qu'effectivement, il pense qu'il a perdu et que peut-être c'était pas la bonne voie, mais en tout cas, il propose. Et c'est aussi une autre des choses qui se proposent à Garance, quoi. Enfin, sur lequel elle doit réfléchir, en fait, parce que c'est ça, elle parle peu, mais elle réfléchit beaucoup. Et c'est aussi un film sur la fascination. Donc elle est fascinée par plusieurs personnages tour à tour. Elle est d'abord fascinée par le personnage de Laetitia Doche. Après, elle est fascinée par alors, dès qu'elle entend la nouvelle à la télévision, elle est aussi fascinée par l'histoire. Alors, on est dans un milieu qu'elle connaît bien, du coup, parce que c'est une façon de vivre assez collective, et elle est fascinée par ce mode de vie-là aussi. Peut-être plus que les autres. Elles sont plus aware, quelque part, j'ai envie de dire. Est-ce que, du coup, il n'y a pas aussi une relation, une forme d'amour dans tout ça aussi, dans ce geste de fascination Par rapport à l'italien? À l'italien, ou même à Laetitia Doche. Ah, Laetitia Doche. Au personnage de Laetitia Doche. Ouais,
je sais pas si elle est fascinée ou en tout cas intriguée, parce que tout d'un coup il y a une histoire d'aventure. Enfin, en fait, c'est aussi tout d'un coup c'est l'aventure parce que les enfants en été s'ennuient, ils se racontent des histoires, et tout d'un coup il y a un truc énorme qui lui arrive, enfin qui arrive tout près. Et donc évidemment les enfants s'en saisissent, et elle, avec son imaginaire débridé, s'en saisit. Et le fait qu'elle s'en raconte tout un tas de trucs autour de cette femme qui vivait dans la même communauté que cet Italien, qui est enceinte, évidemment c'est plus ça, c'est que c'est un... Et comme elle est assez taiseuse, enfin elle dit pas tout, elle est assez mystérieuse, Laetitia, enfin Michel, hein. Et donc et c'est un réservoir à fantasmes et à possibles histoires. C'est ça qui est bien, c'est dans le non-dit des adultes, c'est comment elle comble ça par des histoires qu'elle s'invente. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la reconstitution, parce que c'est un film que vous ancrez très clairement dans une époque, et vous avez pris soin de pas mal de petits détails, de la vignette automobile, la façon dont... Enfin, les décors également, les télévisions, les objets, les habits aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce travail de reconstitution ? Il me semblait important que je sois juste dans les détails. Et c'est pas non plus de l'obsession, hein, c'était pas... Mais j'avais envie d'être juste, enfin le paquet de BN, effectivement les vignettes, la déco, voilà, et les costumes, et c'était sans que ça fasse... c'était pas l'objet esthétique de mon film, je voulais juste de la vraisemblance, de la justesse, voilà, et que ça fasse partie, et que presque on les voit en passant. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose qui me faisait aussi plaisir, de l'ordre de la reconstitution du souvenir, de rattraper quelque chose de cette époque-là, effectivement, et qui nous fait plaisir, voilà, de voir cette vieille bagnole où on n'a pas de ceinture, de voir le papa qui fume au volant de cette vieille voiture. Il y a un truc qui est pas esthétique, mais qui est l'ordre vraiment du souvenir, quoi. Comme une Madeleine de Proust. Et Grégory Montel avec la moustache en marinière, il en était ravi, et puis c'est aussi de l'ordre du souvenir aussi. Alors en fait, Greg, pour préparer son personnage, il a regardé justement mon documentaire où je filmais mon père et sa bande de copains. Voilà. Et donc il a dit « Ah ok, j'ai compris ce que je dois faire ». Donc il a pris la moustache de mon père. Mais bon, ils avaient tous la moustache dans les années 80. Hein. Pas que mon père, tout le monde avait la moustache dans les années 80. Donc il s'est fait cette belle moustache. Et il était hyper d'accord avec tous les costumes. Enfin, il trouvait ça... Et c'est ma sœur qui a fait les costumes, donc ma sœur elle était très au fait aussi de comment être juste avec les costumes. Et voilà, donc la fameuse... Le bleu de travail toute la journée, ça c'est... Ça lui convenait très bien, et c'est une manière de rentrer dans le personnage complètement. On va parler un peu des personnages masculins. On peut les voir un petit peu englués dans leur position, que ce soit du coup le père ou le braqueur, en proie avec une forme de violence aussi, alors que les femmes, elles, sont plus libres de leurs mouvements et peut-être de leurs pensées aussi. Ah ouais, je sais pas. Mais j'ai pas forcément théorisé ça comme ça, peut-être c'est ce que vous ressentez, et voilà. Mais pour moi, il y avait aussi, effectivement, le père, de toute façon, il est acculé dans le fait que... Parce qu'il laisse sa femme libre aussi. Mais c'est ça qui est assez beau, c'est qu'il la laisse partir. Il est bien obligé, il le dit, il va pas aller la chercher. Ça fait partie de leur contrat. Et moi, je trouve ça assez beau qu'il laisse faire ça, et que du coup, il se retrouve pour le coup acculé dans la vie quotidienne. Et la vie quotidienne d'être parent, quoi, et de s'occuper. Et en plus, dans cette maison-là où il y a des fuites, la maison à reconstruire, le potager, aller faire des chantiers pour gagner 3 ronds, il est là-dedans, lui. Et je pense qu'il est, justement, c'est quelqu'un de très concret, il amène des kilos de tomates, enfin voilà, donc c'est pas... c'est aussi une forme, finalement, quand même, de vie, enfin, je veux dire, il n'y a pas de renoncement là-dedans. Mais voilà, et sa femme est partie, et il doit faire face, et donc des fois c'est pas facile, et ça gueule, et moi je trouve ça tout à fait normal. Et c'est vrai que les personnages féminins, pour le coup, sont des personnages qui cherchent à être libres, mais comme on cherche tout, et que c'est pas... On cherche les limites de ça, et c'est pas évident, et ça se cherche continuellement. Est-ce que, à travers cette histoire, est-ce qu'il y a une dimension de l'ordre du conte ? Par exemple, Petit Chaperon Rouge, perdu dans les bois avec le grand méchant loup. Bien sûr, ouais, ça c'était complètement travaillé comme ça. Et ça m'intéressait que ce soit justement, quand je dis que par ailleurs, il y a des scènes de l'enfance, de l'été, des jeux, et ça c'est un peu improvisé avec les enfants, ça s'étire, c'est du temps comme ça, pris à l'été, et que par ailleurs,
et ben il y a cette fiction qui avance et qui est de l'ordre du conte et que c'est effectivement mais ça comment je le tisse avec la même manière de filmer, c'est-à-dire enfin voilà, une caméra assez libre, c'est pas formellement, ça ne change pas, mais c'est des petits éléments que je me suis plu à distiller. C'est juste un vêtement rouge, c'est la manière d'éclairer Toddy qui est un peu dans l'ombre comme ça avec sa grosse barbe. C'est des chasseurs qui arrivent à un certain moment à l'aube, et voilà, c'est ce genre d'éléments, mais qui ne sont pas, je veux dire, esthétiquement tout d'un coup, qui sortent pas du reste du film. Enfin, c'était en tout cas le travail qu'on a fait dans la mise en scène avec la chef-op et l'équipe, quoi. Vous disiez tout à l'heure en introduction que les films sur l'enfance avaient été un marqueur important pour vous. Est-ce que nous, quand on a vu le film, enfin en tout cas moi, j'ai pensé, et bizarrement, parce que c'est pas exactement la même thématique à Cria Cuervos notamment, avec un petit côté Les 400 coups, et avec un petit côté Sofia Coppola aussi, est-ce que je vois juste? Ah, c'est marrant. Bah, je les ai vus tous ceux-là, mais c'était pas forcément ceux-là que j'avais mis sur ma table de chevet, dans mon chevet d'écriture. C'était... moi j'aime beaucoup Il y aura-t-il de la neige à Noël, par exemple, mais qui est effectivement pas complètement sur l'enfance, mais qui est en même temps une manière de filmer l'enfance en été que j'aime beaucoup. Enfin, pas qu'en été, c'est plusieurs saisons, mais il y a alors L'Esprit de la ruche, c'est marrant parce que c'est la même actrice que dans Cria Cuervos. Et L'Esprit de la ruche, c'est une petite fille qui va trouver un homme dans une grange. Donc ça, là, il y avait vraiment, je l'ai beaucoup vu, et il y a des plans même, je pense que j'ai volé. Voilà. Et il y a alors voilà, c'est pas dans le film, mais L'Enfance nue de Piala ou La Maison des Bois, pour moi, c'est des films qui m'émeuvent tellement. Mais en fait, je crois que c'est la famille, quand c'est les familles qu'on choisit. Ça, je trouve ça très beau. Est-ce que vous pouvez nous parler du travail sur le son, alors que ce soit les sons d'ambiance ou même des musiques, et qui des fois, de manière assez surprenante, viennent recouvrir même les paroles? Alors c'est vrai que c'est j'avais envie que le film soit très sensoriel, donc le son de la nature soit très présent, mais parce que en vérité, d'être en été en Cévennes, c'est effectivement le son des grillons, des cigales, des oiseaux, tout ça est très présent, et j'en ai rajouté une couche en plus avec le montage son, parce qu'il y en avait presque pas assez. Voilà, on est en 2022, il y a moins d'insectes, et même en Cévennes où c'est quand même très préservé, donc on en a mis plein. Enfin, je veux dire, on a choisi, réfléchi, qu'est-ce qu'on faisait comme partition sonore vraiment, et de craquement de bois. Et ma compositrice est vraiment partie aussi de cette idée-là que parfois la musique pourrait être presque le bois de son violon, ou le grattement de la corde, comme le vent qui siffle. Voilà, il y a des moments où la musique, elle devient presque la montagne, quoi. Et il y a des moments où effectivement la musique, elle est presque à contre-temps. Enfin, voilà, pour moi, la musique, on l'a vraiment travaillée avec Carla Palone, comme si c'était à la fois la montagne et la voix intérieure de Garance. Enfin, je trouve ça très beau comment elle a réussi à trouver ça en travaillant. Alors le film, il a été tourné dans les Cévennes, mais il a été écrit au Festival Premier Plan d'Angers, c'est ça? Ou en tout cas en atelier d'écriture à Angers, je crois. Ça durait très longtemps l'écriture, j'y suis depuis 2016, donc j'ai fait plein de choses. Non, j'ai commencé avec une résidence qui s'appelait Ciné-Écran, puis j'ai écrit tout seul aussi, entre-temps, hein, mais après je suis allée à Bouscamp, qui est un truc de Groupe Ouest. Et effectivement, à Premier Plan, le scénario avait déjà eu l'avance, donc il était déjà très très avancé. Voilà, puis j'allais tourner un an après, donc c'était déjà, moi quand je suis arrivée aux ateliers d'Angers, c'était déjà on rencontre plein de monde, chef opérateur ou réalisateur, mais c'était déjà parlé, c'était très intéressant de la réalisation, de comment j'allais faire le film. On parlait déjà plus de l'histoire qui a été écrite. Et la région Bretagne, dans tout ça, elle est venue produire le film? Oui, elle coproduit, donc c'est une coproduction Occitanie, parce que l'endroit de tournage, et donc la Bretagne, parce que moi j'habite en Bretagne depuis quelques années. Ma productrice qui me suit donc, depuis plusieurs films et qui a produit ce long est de Vannes, et il se trouve qu'une partie de tous les enfants sont, donc, il y a notamment les miens, mon fils qui joue Lucien, enfin bref, et Garance et Zouf et Jeanne, etc. Donc tous les enfants viennent de Bretagne. Et le montage s'est fait aussi ici, enfin à Douarnenez. Donc c'est avec Julien Cadillac, qui est un monteur avec qui j'avais déjà travaillé précédemment, sur le précédent film. Et donc on a monté pendant 3 mois le film
à Douarnenez. Et donc le film sort le 21 21 septembre. septembre. Eh ben merci beaucoup. Merci.